Je ne vais pas faire ici l'éloge de pays qui nous agressent, mais il semble que certains pays d'Afrique utilisent beaucoup plus les femmes dans les renseignements. Et c'est ainsi qu'ils sont puissants. Mais nous, au Congo, on écarte les femmes. Est-ce que ça peut expliquer la raison ou ça peut expliquer les retards ou l'échec sur terrain? Parce qu'on voit que la question, les contextes sécuritaires actuels est plus dominé, imposé par les hommes. Peu de femmes donnent leurs idées pour l'avancement de la communauté. Alors qu'on le sait très bien que dans nos entités, que ce soit dans les grandes villes ou même dans les milieux ruraux, ce sont les femmes qui se réveillent très tôt. C'est dire qu'elles peuvent déjà avoir accès à l'information pour dire il y a l'ennemi qui est entré. Mais personne ne recourt à son idée pour lui demander quelle est la situation de la ville, croyant qu'elle ne sait rien. Alors, j'étais salariée, je travaillais dans une maison de retraite pour personnes âgées. Donc, je nettoyais les chambres, je leur donnais le repas, etc. Et ensuite, à côté de ça, le week-end, je travaillais dans une boulangerie. Je commençais à 4h du matin, je finissais à 20h. Mais je suis rentrée à Kinshasa. J'ai dit, écoute, maman, je veux arrêter les études. Évidemment, ça fait pas plaisir à tous les parents. Je vous assure que l'expérience d'une personne n'est pas la même pour une autre. Comme on dit souvent dans la vie, il n'y a pas une personne mieux qu'une maman pour connaître son enfant. J'aurais voulu qu'on commence par applaudir très fort toutes nos mamans, les femmes qui sont là et toutes les femmes du Congo. Tout ce mot vous est dédié, mais je dirais que toute l'année vous est dédiée et toujours. En tant qu'association active dans des domaines aussi variés que le funéraire, l'agriculture, l'environnement, les médias, le tourisme, était que profondément consciente du rôle central des femmes dans tous les aspects de la société. Nous croyons fermement que l'autonomisation des femmes et des filles est un levier essentiel pour le développement durable et la construction d'un avenir plus juste et équitable pour tous. Cependant, nous ne pouvons ignorer les réalités difficiles auxquelles sont confrontées les femmes et les filles en RDC, notamment dans les zones touchées par les conflits armés. La guerre a des conséquences dévastatrices sur les femmes, qui sont souvent victimes de violences sexuelles, de déplacements forcés et de la perte de leurs moyens de subsistance. Malgré ces défis, les femmes congolaises font preuve d'une résilience et d'une force extraordinaire qu'il faut saluer. Elles sont à l'avant-garde des efforts de reconstruction et de consolidation de la paix. Et elles jouent un rôle essentiel dans la promotion du développement économique et social de notre pays. Ainsi, cette conférence n'est pas simplement une occasion de célébrer les femmes, mais aussi un espace de dialogue et d'action. Nous avons rassemblé aujourd'hui des experts, des leaders d'opinion, des acteurs de la société civile et surtout des femmes et des filles inspirantes pour partager leur expérience, leurs défis et leurs visions. Nous devons nous engager à soutenir les femmes congolaises dans leur lutte pour l'égalité et la justice. Cela signifie investir dans l'éducation et la formation des filles, promouvoir l'entrepreneuriat féminin, lutter contre la violence sexuelle et garantir la participation des femmes au processus de prise de décision. Je suis et reste convaincu que les discussions et les recommandations qui émergeront de cette conférence auront un impact significatif sur nos actions futures. Nous nous engageons, nous, ETEC, à traduire ces idées en initiatives concrètes, en partenariat avec tous les acteurs concernés. Ma mère n'était pas ingénieure, ma mère n'était pas ingénieure. C'est pourquoi je suis engagée, je suis engagée, je suis engagée.
cordonnière. Ma mère n'était pas cordonnière, ma mère n'était pas cordonnière, c'est pourquoi je suis engagée, je suis engagée, je suis engagée. Un jour, on n'aura pas besoin de commémorer la journée de la femme. Ces jours-là, ça sera quand les femmes jouiront de leurs droits naturellement. Et donc, supportez-nous, hommes, que nous continuons à célébrer cette journée parce qu'il y a encore des droits pour lesquels nous ne sommes pas autorisés à jouir ou soit nous n'avons pas encore acquis comme il le faut. Et donc, on va continuer à les célébrer jusqu'à ce que nous atteignions nos droits. Et ces jours-là, nous allons arrêter de parler du 8 mars. Et selon l'ONU Femmes, il faut 130 ans pour que les femmes puissent jouir de la parité homme-femme. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Allez-y comprendre que la journée du 8 mars, on va encore célébrer cette journée pendant 130 ans avant d'oublier la célébration. Alors, je vais me présenter. Je suis Chantal Faïda Moulenga Biouma. Je suis une ancienne déplacée de guerre. Donc, je viens de Goma. Lors de l'entrée de l'AFDL en 96, on était obligé de quitter Goma pour aller au Sud Kivu. On a vécu dans des conditions inhumaines, très difficiles, mais on a survécu. Comme dans les speeches du président de ETEC, on a dit que les femmes sont résilientes. Et donc, à l'issue de cet épisode des déplacements, à la suite des guerres, d'envahissement ou d'agression de notre pays, je suis revenue à Goma avec ma famille, bien évidemment, et j'ai mis sur pied une ONG qu'on appelle UEMASBEL, qui veut dire bonté en swahili, et nous appuyons les personnes en situation difficile, principalement dans le domaine de l'éducation. Je suis également écrivaine. J'ai écrit l'histoire de mon parcours dans un livre, Je m'engage en politique, Femme, allume ta flamme pour les changements positifs dans ton pays. Ça se vend à $20. Le livre est déjà disponible, publié aux éditions Andy Books. Je suis également coach en leadership politique des femmes parce que je suis une ancienne candidate députée à Goma, les échéances de 2018 et de 2023. Ça n'a pas été favorable, mais je suis toujours déterminée jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif d'être parlementaire pour ma région du Nord Kivu. Je suis épouse et mère de 3 enfants. Je suis consultante au ministère de l'Éducation dans un projet d'appui à l'éducation des filles. Donc, le gouvernement congolais est en train de donner des bourses au Kassai pour les filles du secondaire. Alors, je suis spécialiste en charge de ces programmes. Je suis également chrétienne et cofondatrice du Forum de jeunes femmes leaders. Donc, les femmes leaders de la RDC, chaque année, nous nous retrouvons dans un forum annuel pour réfléchir sur les défis et les progrès. Après ma présentation, je m'en vais parler du thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui, leadership au féminin, innovation et inspiration. Alors, j'ai identifié 4 obstacles majeurs qui empêchent les femmes de briller dans la communauté, qui empêchent les femmes d'être modèles, leaders, actrices du changement. Le premier obstacle, c'est l'obstacle culturel. Et donc, dans notre pays, nous avons encore des traditions, des pratiques qui limitent les femmes, principalement l'accès à l'éducation. Selon l'UNESCO, il y a 129 millions de filles qui n'ont jamais été à l'école dans le monde. 129 millions de filles de par le monde. Et dans notre pays, nous avons atteint la parité homme-femme au niveau du primaire, mais au niveau secondaire, nous sommes à 67% des filles qui achèvent les niveaux secondaires, contre 72% des garçons. C'est dire que les filles, dans leur parcours scolaire, elles abandonnent à la suite de violences basées sur le genre de plusieurs formes, entre autres grossesse précoce, mariage précoce et même toute forme de discrimination ou commentaires déplacés à l'égard des filles dans les écoles. Il y a même des études qui ont démontré qu'il y a certaines filles qui abandonnent l'école durant leur cycle secondaire seulement à la suite des remarques désobligeantes de leurs enseignants, en disant que ta forme ne correspond pas à ta classe, pour dire tu es la maman de la classe et la fille abandonne. Ou soit des filles qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas de serviettes hygiéniques
dans leur famille lors de règles, des périodes de menstrues. Donc, ces genres d'obstacles font assez que les filles n'achèvent pas les cycles secondaires. Là, c'était l'obstacle culturel qui, par voie de conséquence, entraîne l'obstacle politique. Quand on parle d'obstacle politique, nous faisons allusion à la représentation des femmes dans les instances décisionnelles. Aujourd'hui, nous saluons l'histoire de la nomination de la première femme première ministre de la RDC, son Excellence Madame Judith Toulouka. Mais allez-y comprendre qu'au niveau du gouvernement, nous avons 30% des femmes, dont environ 17 femmes sur 54 membres. Alors que la loi sur la parité, ou l'article 14 de la Constitution, consacre 50%. Mais nous sommes à 30%. Alors moi, je ne suis pas de celles qui pensent qu'on a progressé ou on a atteint la parité parce que ce n'est pas encore 50%. Au niveau du Parlement, nous avons 12%. C'est-à-dire 60 femmes sur 500 députés, 64. Au niveau du Sénat, nous avons environ 18 femmes sur 103 sénateurs. Dans les institutions publiques ou entreprises publiques, nous avons moins de 10%. Et même dans les forces de sécurité. On a mené des études pour démontrer que les femmes sont dans des positions secondaires dans les forces de sécurité. C'est-à-dire que dans l'armée, les femmes sont plus à la logistique, dans l'administration et très rarement dans les opérations. C'est-à-dire que tout ça doit nous révolter, nous encourager à nous mobiliser pour que nous soyons à des postes stratégiques. Je ne vais pas faire ici l'éloge de pays qui nous agressent, mais il semble que certains pays d'Afrique utilisent beaucoup plus les femmes dans les renseignements. Et c'est ainsi qu'ils sont puissants. Mais nous, au Congo, on écarte les femmes. Est-ce que ça peut expliquer la raison ou ça peut expliquer les retards ou l'échec sur terrain? Parce qu'on voit que la question, les contextes sécuritaires actuels est plus dominé, imposé par les hommes. Peu de femmes donnent leurs idées pour l'avancement de la communauté. Alors qu'on le sait très bien que dans nos entités, que ce soit dans les grandes villes ou même dans les milieux ruraux, ce sont les femmes qui se réveillent très tôt. C'est-à-dire qu'elles peuvent déjà avoir accès à l'information pour dire il y a l'ennemi qui est entré. Mais personne ne recourt à son idée pour lui demander quelle est la situation de la ville, croyant qu'elle ne sait rien. Quand nous voyons les mamans qui vendent les légumes ou les pains, c'est à 4 heures, 5 heures qu'elles sont déjà debout. C'est-à-dire que si l'ennemi est entré ou il y a une situation qui n'est pas normale, ce sont elles qui devraient déjà signaler. Mais personne ne les approche pour savoir comment se passe la ville ou l'entité pendant que la journée commence. Nous parlons des obstacles économiques. Dans les milieux professionnels, les femmes sont butées à beaucoup de discriminations ou d'inégalités. Aujourd'hui, pour avoir accès à un emploi, il faut avoir un diplôme. Il ne suffit pas d'avoir les diplômes de licence, il faut aller au-delà. Il y a certains postes pour lesquels licence ne suffit pas. Or, peu de femmes sont allées au-delà de la licence. Déjà, avoir un diplôme, c'est un exploit. Un diplôme d'État, 6e des humanités ou 4e des humanités dans les jargons actuels. Alors, pour aller au-delà, c'est-à-dire post-universitaire, post-baccalauréat, peu de femmes tentent ou se lancent sur cette possibilité. Alors, c'est difficile d'avoir des postes qui sont rémunérateurs ou des postes qui ont plus d'avantages. Alors, tout le monde a des postes formels ou des postes ordinaires. Alors, si vous avez des ambitions politiques et que vous n'avez pas de ressources pour accéder à votre objectif, c'est difficile. C'est ainsi que lors des campagnes politiques, vous verrez que les campagnes de femmes sont très pauvres par rapport aux campagnes des hommes. Parce que déjà, les femmes, elles ne sont pas représentées dans les milieux politiques suffisamment, et puis dans les milieux économiques à des postes rémunérateurs, ou dans la communauté, par exemple, dans les médias, peu de femmes ont accès dans les médias. Alors, les électeurs, eux, ils suivent ceux qui sont les plus connus, ceux qui sont populaires, ceux qui sont, je dirais, les noms qui sont les plus cités. Alors, si vous venez, vous êtes nouvelle sur le marché ou dans l'opinion, c'est très difficile d'accéder à la victoire. Et donc, les femmes aujourd'hui, on les encourage à étudier suffisamment, à travailler jusqu'à briguer des postes qui rémunèrent bien, et puis à s'imposer dans la communauté par des initiatives, soit dans des quartiers, au niveau de l'église, et même dans les milieux de ASBL et ONG.
Les derniers obstacles, c'est les obstacles juridiques. Nous avons un arsenal de textes de loi qui promeuvent les droits des femmes. J'ai cité l'article 14 de la Constitution. Nous avons même la loi sur la parité, promulguée en 2015. Et à l'article 33 de cette loi, on encourage les partis politiques à recruter, intégrer des femmes à des postes clés pour bénéficier du financement public de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les partis politiques ne sont pas financés, c'est peut-être parce qu'ils ne mettent pas en œuvre l'article 33 qui encourage les partis à avoir la parité pour bénéficier des financements publics. Donc, les partis politiques, ce sont des biens de l'État. Ce sont des entités qui doivent bénéficier de l'appui public. Mais aujourd'hui, peu de partis accèdent à cet article-là. Et même, il y a des études qui ont démontré que les élections passées, il y avait un article 13 de la loi électorale qui a encouragé les partis à aligner 50% de femmes pour ne pas payer des cautions. Mais on a remarqué qu'il y avait seulement 14% des partis qui ont suivi cet article-là. C'est-à-dire que d'autres partis ont accepté de payer la caution plutôt que d'aligner 50% des femmes pour ne plus payer la caution. Vous voyez le niveau d'inégalité qu'il y a dans notre société qui nécessite à ce qu'on soit mobilisé. Alors, quelles sont les stratégies pour innover, inspirer, pour que le leadership féminin soit vécu, soit réel dans notre entité? J'ai proposé 4 pistes de solutions. La première piste, c'est la problématique des violences basées sur le genre. Nous devons briser les silences. C'est-à-dire les femmes qui travaillent, les femmes qui sont dans des ménages, les femmes qui sont actives en milieu politique dans tous les domaines. Si vous faites face à toute forme de violence, veuillez dénoncer. Ne gardez pas cela avec vous. Il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné en disant qu'il y a des remarques qui sont désobligeantes, des avances ou des messages à connotation de harcèlement qu'elles supportent alors qu'elles ne devraient pas. Ce qui même affecte la santé mentale parce que c'est un des sujets qui sera abordé aujourd'hui. Alors, il faut dire non aux violences de toute forme. Et les femmes aussi doivent s'engager parce que généralement, quand les femmes dénoncent, ce sont les femmes qui doutent de l'authenticité des cas de violence dénoncés. Donc, il n'y a pas cette solidarité-là. Vous verrez que les autres femmes vont dire, tu n'as pas besoin de parler de ça parce qu'il s'agit de notre chef. Si tu dénonces notre chef, on va te renvoyer. Alors, plutôt que d'abord se soutenir en tant que femme pour dire si c'est arrivé à une consoeur, donc demain ça peut être moi. C'est mieux de dénoncer pour que des mesures soient prises, pour que la personne soit mise de côté ou interpellée au niveau de la justice et que les milieux professionnels deviennent un milieu sécure où en venant chaque matin, on se sent à l'aise plutôt que de venir en se disant aujourd'hui, quel autre message ou quelle autre remarque on va me faire face à mon habillement, face à mon maquillage, face à ma situation, à ma condition de femme. Les collègues hommes, très souvent, ne sont pas butés à ce genre de problèmes ou à ce genre d'obstacles. Quand nous sommes en milieu professionnel, si nous avons des mêmes fonctions, ce n'est pas à la femme d'aller faire les cafés pour son collègue si nous avons les mêmes fonctions. Si vous avez, si c'est votre assistante ou je ne sais pas, une personne qui est habilitée à vous servir les cafés, ça va. Et si jamais on vient de prendre notre pause déjeuner au service, on est tous collègues, chacun prend son assiette, il va déposer à la cuisine. Il ne faudrait pas s'attendre que ce soit la femme la collègue femme qui ramasse toutes les assiettes de tout le monde pour amener à la cuisine. Et les femmes, mères, épouses ou sœurs, chez elles dans son milieu familial. Mais dans les milieux professionnels, il y a ce qu'on appelle égalité. C'est-à-dire que si toi tu peux ramasser, débarrasser ton assiette, la femme aussi peut faire de même. Et ce n'est pas l'inverse. Parce que les temps où elle s'occupe de débarrasser les assiettes, il y a des urgences sur son dossier, sur sa table. Il y a des dossiers qui attendent qu'elle puisse donner des feedbacks. Mais maintenant, quand elle vient en retard, il y aura encore des commentaires qui viendront que les femmes, elles sont toujours lentes, elles ne sont pas efficaces, elles ne sont pas proactives. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans d'autres activités qui sont secondaires et qui ne sont pas sur la liste de ses attributions. Bien sûr, les autres vont considérer cela comme une rébellion, mais c'est plutôt la connaissance de ses droits. Tant que je n'ai pas enfreint une ligne je dirais, du règlement de l'institution dans laquelle je travaille,
moi, je fonce sur mes objectifs. Si on me critique par rapport à mes objectifs professionnels, à ces moments, je peux m'expliquer. Mais si ce n'est pas professionnel, si ça n'a pas de caractère avec ma profession, je ne m'explique pas. La deuxième stratégie, c'est les moyens, la lutte contre la pauvreté. Des études ont démontré que 70% de femmes sont pauvres dans le monde. Donc, les experts sont même allés loin jusqu'à conclure que la pauvreté a un visage féminin. C'est-à-dire aujourd'hui, les grandes fortunes du monde, de l'Afrique et même de la RDC sont des hommes. Peu de femmes parviennent à trouver de la place quand il s'agit de parler de richesse. Et donc aujourd'hui, il y aura un thème sur l'entrepreneuriat. Toutes les femmes sont appelées, même si vous êtes déjà bien stable dans un milieu professionnel avec un salaire sûr, sécurisé, un contrat à durée indéterminée, mais lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on l'a vécu ici dans notre pays, la période de Covid. Vous aviez votre contrat, vous aviez votre emploi stable, mais Covid a fait à ce que tout le monde soit à la maison. Alors, s'il n'y avait pas un plan B pour couvrir ces déficits ou ces manques de salaire, c'est la disette ou une souffrance. Et donc, on encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à ne pas regarder leur diplôme. Parce que souvent, quand on parle de l'entrepreneuriat, les gens se disent, moi, j'ai un diplôme, je ne peux pas faire des beignets au coin de rue. Tout le monde va se moquer de moi. Mais la réponse est que l'argent n'a pas d'odeur. Personne ne saura que cet argent est provenu des beignets au coin de rue. Mais quand il faut acheter quelque chose, vous allez payer ça sans problème. On ne va pas vous dire, mais madame, vous venez acheter ces livres ici, ou vous venez acheter ces téléphones, où avez-vous trouvé votre argent? Personne ne va demander, parce que l'argent n'a pas d'odeur. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse choisir des métiers. On doit non seulement être épanoui, excellente, efficace en milieu professionnel, mais aussi se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est une obligation face aux enjeux de l'heure. La troisième stratégie, c'est de travailler sur la confiance en soi. Moi, personnellement, je suis un témoignage. Il y a 10 ans, 15 ans, je ne pouvais pas me tenir devant les gens. Mais grâce au coaching...